Dans le contexte actuel de tensions maritimes, tout mouvement inattendu dans les Caraïbes cesse d'être un simple incident naval et s'inscrit dans un jeu stratégique bien plus vaste. La région est revenue sur le devant de la scène ces dernières semaines, alors que les pays renforcent leurs alliances, étendent leurs exercices militaires et adoptent des positions plus affirmées sur des routes où régnait auparavant un silence opérationnel. Dans ce contexte, un incident impliquant des patrouilleurs vénézuéliens et un groupe aéronaval américain a ravivé un débat de plus en plus sensible. Jusqu'où ira chaque camp pour faire pression sur l'autre, et qui est réellement prêt à soutenir une escalade? La mer était relativement calme lorsque 3 patrouilleurs vénézuéliens ont avancé à grande vitesse, non pas pour surveiller, mais pour bloquer la navigation. L'approche a eu lieu en haute mer, dans une zone fréquemment traversée par les forces militaires américaines, participant à des missions de présence stratégique. Pour Washington, la navigation dans cette zone constitue un droit. Pour Caracas, elle représente une atteinte à sa zone d'influence. Et lorsque ces intérêts s'affrontent, le risque cesse d'être théorique. Les 3 navires vénézuéliens progressaient à vitesse constante et en formation serrée, suivant un cap régulier. Ils n'hésitaient pas. Chaque seconde les rapprochait du cœur d'un groupe de porte-avions américains, l'une des structures les plus complexes, les plus précieuses et les plus symboliquement importantes de la marine américaine. Depuis la résurgence des tensions politiques entre les 2 pays, les responsables américains s'attendaient à une démonstration de force, mais pas nécessairement sous cette forme. Sur le pont d'envol du porte-avions, les équipes remarquèrent l'approche rapide des navires. La tension monta instantanément, non pas par crainte d'une confrontation ouverte, mais parce que la moindre erreur d'appréciation risquait de transformer une simple rencontre en un incident international aux conséquences incalculables. Les capteurs confirmèrent l'identité des navires et, par conséquent, leurs intentions. Le Venezuela entendait établir un blocus. La doctrine américaine préconise des réponses proportionnées et visibles dans ce genre de situation. C'est pourquoi le destroyer le plus proche du porte-avions a immédiatement pris une position d'interception. Son mouvement n'était pas agressif mais délibéré. Couper la route aux patrouilleurs vénézuéliens avant qu'ils n'atteignent l'étrave du porte-avions. Ce type de manœuvre exige précision, discipline et une parfaite compréhension des enjeux. Pendant ce temps, sur le poste de pilotage, les équipes s'activaient avec l'efficacité de celles qui avaient répété ce scénario à maintes reprises. L'hélicoptère de surveillance fut largué, les bras robotisés rétractés, les chaînes retirées, et l'appareil se prépara à décoller. L'objectif n'était pas d'intimider, mais d'observer, d'enregistrer chaque changement de cap, chaque variation de vitesse, chaque détail qui pourrait être analysé ultérieurement dans le cadre d'une vision plus globale du comportement stratégique. Alors que le destroyer avançait, son canon principal pivota latéralement, sans toutefois être pointé directement vers les navires vénézuéliens. Ce type de mouvement est soigneusement calculé. Il témoigne de la disponibilité du navire, démontre ses capacités, mais ne constitue pas une menace immédiate. C'est un langage silencieux, compris par toutes les marines du monde. Pour un pays comme le Venezuela, qui cherche à affirmer sa souveraineté régionale, voir un destroyer américain adopter une position frontale envoie un message sans équivoque. Dans les airs, l'hélicoptère prit de l'altitude, se maintenant à une altitude modérée, pour être repéré sans être perçu comme une provocation. Ces capteurs capturèrent des images nettes de la formation vénézuélienne, enregistrant les pavillons, les détails de la structure, la température des moteurs et l'alignement précis des navires. L'équipage américain observa chaque détail et fit son rapport au destroyer. La formation était rigide et le comportement typique d'un blocus tactique. Les patrouilleurs vénézuéliens se déployèrent, selon un angle contrôlé, formant un éventail qui constituait une barrière physique. Ceci contraignait le porte-avions à modifier sa route ou à réduire sa vitesse, 2 manœuvres que la doctrine américaine proscrit précisément pour éviter toute interprétation de restrictions artificielles à la liberté de navigation. En pratique, dévier de sa trajectoire serait politiquement interprété comme l'acceptation de limites imposées par un autre pays. La première communication américaine fut diffusée sur une fréquence ouverte, confirmant la légalité de l'opération. La réponse américaine ferme affirma que les navires américains pénétraient dans une zone de sécurité, définie unilatéralement par Caracas.
Cet échange, à lui seul, révélait déjà le point de divergence central de la crise. Ce que l'un qualifie de liberté de navigation, l'autre le dénonce comme une violation de souveraineté. Pendant ce temps, à bord du destroyer, les systèmes de défense s'activaient discrètement. Il ne s'agissait pas d'armes prêtes à faire feu, mais de capteurs et d'équipements se mettant en alerte en cas de risque d'approche hostile. Dans ces situations, la discipline est aussi importante que l'armement. Un équipage anxieux peut commettre des erreurs. Un équipage entraîné maintient une distance émotionnelle et opérationnelle entre la tension et l'action. À chaque mille nautiques parcourus, le risque de collision augmentait. Et dans le milieu maritime, une collision n'est pas un simple accident. C'est un événement qui se transforme immédiatement en accusation, en gros titre et en justification d'une escalade diplomatique ou militaire. C'est pourquoi Américains et Vénézuéliens s'observaient mutuellement avec une précision chirurgicale, chaque geste pesant plus que les mots. Vu du ciel, l'hélicoptère a repéré les tubes de lancement apparents sur les navires vénézuéliens. Ils n'étaient ni armés ni verrouillés, mais visibles. Autre signal tactique, afficher ses capacités sans menacer. L'interprétation américaine était claire. Caracas voulait affirmer son autorité, mais sans chercher la confrontation directe. Néanmoins, la poursuite de l'avancée en formation de blocus comportait un risque qui exigeait une réponse ferme. À bord du porte-avions, le commandant du groupe aéronaval suivait les cibles projetées sur l'écran. Stratégiquement, un repli ouvrirait la voie à d'autres pays susceptibles d'adopter la même stratégie, notamment dans les régions où Washington rivalise d'influence avec des puissances géopolitiques plus redoutables. Autrement dit, une concession dans ce domaine serait perçue comme un signe de faiblesse sur d'autres fronts, y compris dans la région Indo-Pacifique. La distance réduite, la tension atteignit son paroxysme. Les navires vénézuéliens maintinrent une vitesse élevée et une trajectoire constante, comme s'ils étaient déterminés à franchir la barrière jusqu'au dernier moment. Du côté américain, la position de ne pas modifier de cap demeurait tout aussi inflexible. Là, dans cette zone maritime, deux doctrines s'affrontaient, celle de la souveraineté régionale et celle de la liberté de navigation mondiale. Puis, peu à peu, les moteurs vénézuéliens commencèrent à réduire leur régime. La vitesse diminua. L'attitude, auparavant résolument agressive, devint une navigation plus neutre. La formation perdit de sa rigidité. Les étraves commencèrent à s'orienter vers l'est. Ce fut le premier signe que le blocus avait cessé d'être une barrière active pour se transformer en une observation passive. Et à cet instant précis, le risque direct diminua. Le destroyer maintint son cap, passant suffisamment près pour bien montrer qu'il n'avait aucune intention de le modifier. Dans les airs, l'hélicoptère suivit le changement avec précision, enregistrant chaque détail de la transition vénézuélienne du blocus à la dispersion. Les caméras montrèrent la diminution progressive du sillage blanc des moteurs, signe évident d'une réduction de vitesse. Progressivement, la distance entre les navires augmenta. Les patrouilleurs vénézuéliens modifièrent leur cap pour longer la côte, maintenant l'observation sans tenter de forcer une nouvelle approche. Concrètement, c'est à ce moment précis que Caracas choisit d'éviter l'escalade. Et, comme toujours après une période de tension en mer, point de célébration, seulement des notes méticuleuses dans les systèmes américains. À bord du porte-avions, les opérations ont repris leur cours normal. Cela ne signifie pas pour autant que l'incident a été pris à la légère. Bien au contraire, chaque signal radar, chaque transmission et chaque image enregistrée ont été analysées afin de comprendre le comportement des Vénézuéliens et de déterminer si cette manœuvre relevait d'une simple mise en scène politique ou s'inscrivait dans une stratégie d'escalade des sanctions dans la région. Plus important encore, cette rencontre a été l'occasion pour les deux pays de faire une démonstration. Caracas a prouvé sa volonté de tester les limites dès lors qu'elle estime avoir le fondement politique nécessaire. Washington a démontré sa détermination à ne pas reculer lorsqu'elle considère qu'un recul créerait un dangereux précédent. Pour les pays de la région, notamment ceux qui ont des différends maritimes ou qui subissent la pression des grandes puissances, cet épisode a rappelé que chaque manœuvre navale peut avoir des répercussions bien au-delà des mers où elle s'est déroulée. Finalement, la mer sembla de nouveau calme. Mais ce calme, comme toujours dans les Caraïbes en temps de conflit, n'était qu'apparent. Les capteurs restèrent en marche.
Les rapports continuèrent d'être produits, et les discussions stratégiques se poursuivirent entre analystes, commandants et diplomates. La leçon a été enregistrée en silence. Ce ne sont pas les armes qui ont décidé de l'issue de cette rencontre, mais la capacité de chaque camp à maintenir sa position jusqu'à la limite de ce qui était acceptable. Et la question qui plane désormais sur la région est simple et troublante. Si le Venezuela tente à nouveau d'imposer un blocus symbolique à une force navale américaine, la réaction sera la même. Ou bien le prochain épisode franchira-t-il la ligne du confinement ?